Bonjour, je m'appelle Léna et j'ai survécu à mes 2 enfants. Ma grossesse s'est bien passée, je n'ai pas eu de nausées, je n'ai pas été hospitalisée pour des complications et mon enfant est né à terme, à la 39e semaine. Je crois que je n'ai jamais rêvé de rien d'autre, je voulais devenir maman. Quand je suis tombée enceinte, j'avais 23 ans et j'ai passé un test génétique. 10 jours plus tard, j'ai reçu le résultat et comme on m'avait dit à la 12e semaine qu'il était possible que mon bébé ait le syndrome de Down, j'ai eu une analyse où tout était écrit négatif, négatif, négatif. À 10 semaines, j'ai appris que j'attendais un garçon. J'ai poursuivi ma grossesse paisiblement jusqu'à l'accouchement. Eh bien, tout d'abord, il est né sans réflexe de succion, avec un palais gothique, des reins polykystiques, le foie et les indicateurs hépatiques étaient 10 fois supérieurs à la normale. Et puis il y avait aussi des signes visibles sur le visage. Eh bien, ces enfants, comme ceux atteints du syndrome de Down, ils se ressemblent beaucoup, vraiment comme des copies. Jusqu'à ces 4 mois, je ne savais pas ce qu'avait mon enfant. Le diagnostic a été posé en Allemagne, car son père vit en Allemagne. À la fin, quand on a fait l'IRM, le médecin est venu et a dit que votre enfant avait telle ou telle maladie. Mon enfant avait le syndrome de Zellweger. Je ne savais pas ce que c'était, alors je suis sortie, j'ai regardé et c'était le portrait craché de mon enfant. Eh bien, sur le visage, en fait, tout se voyait et il était écrit que ces enfants ne vivent que jusqu'à 3 mois. Et mon enfant avait déjà presque 4 mois à ce moment-là. Bien sûr, j'avais peur de le perdre, peu importe comment il était, il restait mon enfant. Et donc, j'ai vécu avec ça, c'était difficile. Voilà, mon enfant a vécu 1 an et 1 mois. Chaque jour, tu vis avec la pensée que tu peux le perdre à tout moment. En réalité, il était très calme. Malgré le fait que peut-être il ne voyait pas, peut-être il n'entendait pas, eh bien ça, en fait, on ne le saura jamais vraiment. Mais il ne pleurait pas souvent, il dormait toute la nuit, toute la nuit. Il s'endormait le soir, il se réveillait le matin, c'était le 21 juin. Cette nuit-là, je ne voulais pas aller me coucher. Quelque chose en moi me disait eh bien, qu'il ne fallait pas aller dormir. À ce moment-là, mon enfant était déjà sous ventilation artificielle, avec une trachéostomie. Il était déjà 4 heures du matin, alors je me suis dit que j'allais dormir un peu, car j'étais vraiment fatiguée chaque jour. Je me suis couchée et à 6 heures du matin, voilà, je dormais et à travers mon sommeil, quelque chose, eh bien, me secouait. Et j'ouvre les yeux et voilà, comme toutes les mamans, je vérifie si mon enfant respire. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que je n'entendais pas mon enfant respirer. J'ai sursauté, il était encore chaud. Eh bien, j'ai essayé de faire quelque chose, nous avions aussi là-bas et... Quand certains l'apprennent, eh bien, comme c'était un enfant handicapé, ils disent « Remercie Dieu qu'il l'ait repris, au moins tu ne souffres plus ». Je les regarde en me demandant comment ils peuvent dire ça. Peu importe comment il était, c'était le mien. Malade ou sain, pour moi, c'est une perte. Et je donnerais tout au monde pour qu'il vive, plutôt que de rester là à regarder ton petit bout d'1 an. Comme ça, il est allongé là et on le recouvre de terre, enfin... Rire, quand mon premier enfant est décédé, j'étais enceinte de mon 2e, au 3e mois. Probablement, à ce moment-là, si je n'avais pas été enceinte, eh bien, j'aurais probablement... Il y avait alors une raison pour que je surmonte cela, que je m'en sorte d'une manière ou d'une autre. Vous savez, pour une personne qui a rêvé toute sa vie d'avoir un enfant, et là tu regardes et tu te demandes comment. Mais comment cela peut-il t'arriver à toi? Tu regardais d'autres personnes, tu compatissais, tu t'inquiétais pour elles, mais là, c'est arrivé à toi. Je ne voulais pas l'accepter, je me disais que ce n'était pas possible. On voyait ce que je ressentais. À ce moment-là, quand il est mort, je me demandais « Pourquoi es-tu allé te coucher ?» Si tu ne t'étais pas couché, tu aurais vu ce qui s'est passé, je ne sais pas, peut-être il venait de passer 1 mois et demi en réanimation et quand je l'ai ramené à la maison, il était déjà, plus lui-même. Le jour des funérailles, j'avais une échographie, j'étais à la 12e semaine de ma 2e grossesse. Je regarde et je me dis que peu importe comment il sera, l'enfant que je portais à ce moment-là, mon 2e enfant, je vais quand même le mettre au monde.
Mon mari m'attendait encore dans le couloir, il savait tout de suite, il a commencé à parler d'un avortement. Pour moi, c'était quoi un avortement? Je venais juste de perdre, enfin, je ne sais pas, peut-être que j'ai simplement trouvé un sens pour moi dans ces moments à l'hôpital, quelque part, tout ça. J'étais seule. J'étais seule avec un enfant malade dans les bras. Vous savez, je me disais, la foudre ne tombe pas deux fois au même endroit, comme on dit chez nous, surtout avec une maladie aussi rare. J'y ai cru jusqu'au bout, que tout irait bien. Je pensais que voilà, c'était mon épreuve. Je me disais qu'il ne m'arriverait plus rien de mal, que ça ne se reproduirait pas. Ma deuxième grossesse, tout comme la première, se passait très bien. Tous mes examens étaient bons, tout allait bien pour moi. Elle est aussi née à 39 semaines, mais elle est née avec un petit poids. J'ai accouché en Allemagne, j'étais partie rejoindre mon mari à ce moment-là. Petite, 2 kg 570, vous savez, quand mon premier enfant est né, il n'a pas crié. À ce moment-là, cela leur a déjà causé des inquiétudes, des soupçons. Avec le deuxième enfant, j'étais très anxieuse, je ne trouvais pas ma place. C'est une question quotidienne. Est-ce que ton enfant va bien ou est-il aussi malade? Peu importe à quel point c'était difficile, je croyais que tout irait bien pour nous. Peut-être que le fait qu'on m'ait donné mon premier enfant, c'était une sorte d'épreuve. Quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, comme elle a crié, je ne l'avais pas encore vue, c'était une fille. J'ai pensé, oui, elle est en bonne santé, tout va bien, parce que le premier enfant n'a pas crié à la naissance. Et quand on me l'a posée, je vois qu'elle était toute emmaillotée. J'ai vu un bébé en bonne santé, mais ensuite je l'ai prise, il fallait que je la regarde de plus près. Et j'ouvre la serviette dans laquelle elle était et je comprends que c'est la même chose. C'était le syndrome génétique de Zellweger. Un enfant sur 100 naît ainsi et j'ai eu un deuxième enfant comme ça. Je n'aurais jamais pu imaginer que l'histoire se répéterait 2 fois. Je croyais que non, que ça n'arrive qu'une seule fois, qu'un deuxième cas comme ça, ce n'est pas possible, tout simplement pas possible. Tout le monde était sûr que le deuxième enfant serait en bonne santé. C'était tout simplement irréel, ça ne pouvait pas se reproduire. Mais ma deuxième fille n'a pas vécu longtemps, elle avait 40 jours. C'est arrivé à la maison, on était déjà rentrés chez nous. Nous étions restés avec elle en réanimation en Allemagne à peine 2 semaines, je pense. Ensuite, on nous a laissés rentrer à la maison. Son foie a cessé de fonctionner, elle est devenue jaune. Cette nuit-là, elle a commencé à vomir, elle avait des nausées. Je regarde et je me dis, elle est vraiment trop jaune. Mais en seulement quelques heures, nous avons appelé les médecins, ils sont arrivés, ils l'ont examinée et ont dit qu'elle était en train de mourir. C'était effrayant. Elle est morte dans mes bras, elle respirait comme ça, inspiration, expiration, inspiration, expiration, et c'était de plus en plus rare. Elle a soudain cessé de respirer, c'est tout. J'ai juste perdu une sorte de foi, vraiment la foi, en voilà, je me dis, Léna, en quoi tu croyais? Tu croyais que ça ne t'arriverait plus jamais? J'avais une sorte de réaction de défense, j'allais en réanimation, je ne voulais pas m'approcher d'elle, je ne voulais pas la prendre dans mes bras. Dans les bras, j'avais peur de m'attacher à elle, j'avais tout simplement peur de m'attacher. C'était difficile pour moi en Allemagne parce que là-bas, j'étais, à part mon mari était au travail et toi quand même. Avec cet enfant, j'étais seule et c'était tellement difficile pour moi que à ce moment-là, je pensais juste à rentrer chez moi à Minsk. Je me disais que j'allais partir et que je vivrais avec elle exactement comme avec mon premier enfant parce que là-bas, c'était vraiment très dur pour moi. Après la mort de mon deuxième enfant, je suis tout de suite rentrée à Minsk. À ce moment-là, c'est sans doute la première phase de ma dépression qui a commencé. J'avais déjà pris 10 kilos, mais je ne sortais nulle part, je ne voulais rien faire. Je restais simplement allongée à la maison, je ne voyais aucun sens à rien. J'ai enterré mon deuxième enfant toute seule, même si mon mari était avec moi en Allemagne. Il est simplement tombé malade et il a dit « Je suis malade, vas-y toute seule. Ce n'est pas une relation, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas du soutien. » Vous savez, en Allemagne, tout se fait avec des papiers. Il y a énormément de paperasse. L'enfant est resté 2 semaines à la morgue, le temps que tous les papiers soient prêts. En Allemagne, ils n'ont pas ouvert le cercueil au cimetière. Ils l'ont amené dans un petit cercueil fermé, disant que c'était interdit. Donc je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai juste caressé, on peut dire, le cercueil, et c'est tout. Ils l'ont déposé. Je rêvais que maman m'avait laissé ici sans raison précise. Je suis partie le lendemain de son enterrement.
La goutte d'eau, c'était probablement notre divorce. Nous avons divorcé en 2020 au mois de janvier. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout tremble à l'intérieur. Tu ne peux rien y faire. C'est comme ça que ça a commencé. C'est là que ma dépression a commencé. J'ai arrêté de dormir. Quand tout ton corps tremble et que tu ne dors pas, tu te réveilles comme un légume. J'ai pris des antidépresseurs pendant 3 mois, mais j'ai compris qu'ils ne m'aidaient pas. Je les ai arrêtés toute seule. J'ai pris 22 kilos pendant toute cette période. Pendant 8 mois, j'ai pris des somnifères très puissants. Pour moi, c'était une sorte de solution. Je pensais qu'au moins la nuit, je pourrais dormir tranquillement jusqu'au matin. Je ne penserais à rien. Je passais simplement mes journées à la maison, du matin au soir. Je ne sortais nulle part, je ne voyais personne. C'était il y a seulement 6 mois. J'ai déjà arrêté les somnifères en novembre. C'était dur, j'ai passé plusieurs nuits sans dormir à cause de l'habitude. Après 8 mois de somnifères puissants, je me suis dit devant le miroir, « Léna, tu ne peux pas continuer comme ça. » En 3 mois, j'ai perdu 12 kilos. Je me suis simplement dit, Léna, la vie ne peut plus continuer comme ça. Mais d'une façon ou d'une autre, la vie continue et il faut faire quelque chose. Combien de temps peux-tu rester allongé et t'apitoyer sur toi-même ? Certains disent, je suis en dépression. Mais ce ne sont que des mots. Là, j'ai compris ce qu'est une vraie dépression. C'est juste une vie sans sens. Je me sentais comme un légume. J'aimerais probablement dire à ces femmes qui sont peut-être dans la même situation que moi. Il faut simplement aimer son enfant, quoi qu'il arrive, à part vous. Personne ne lui offrira autant de soins et de soutien. Bien sûr, je prévois d'avoir des enfants. Pour moi, c'est mon plus grand rêve. Non, ça ne me fait pas peur. Avec un autre homme, tout ira bien. Ce ne sera plus 2 porteurs comme nous l'étions avec le mien. Mon ex-mari. Je n'ai pas peur, je sais et je crois que tout ira bien. Il faut simplement apprécier ce que vous avez, même si vous avez un enfant malade. Je donnerais tout au monde, même s'il était malade, même si c'était difficile avec lui, juste pour qu'il soit simplement à mes côtés. Appréciez. Même si c'est difficile pour vous, vous regardez, peu importe à quelle machine ils sont branchés. J'ai traversé tout ça, je sais tout ça. Appréciez simplement que votre enfant soit avec vous. Être maman, c'est probablement avant tout être une personne forte.